invités extraordinaires, dont certains venaient de France. Malheureusement, pour les circonstances qu'on connaît, on a dû annuler là, la rencontre. Mais n'ayez crainte, nous allons remettre cette conférence à un autre moment. Pour nos amis français, on a une expression qui dit se retourner rapidement sur un dixaine. C'est ce qu'on a fait cette semaine. On a, avec Dystonie Partage, là, essayé de penser à une réunion qui pourrait, là, dans les circonstances, là, répondre à certaines questions. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser une formation sur comment survivre en temps de pandémie quand on souffre de dystonie. J'ai demandé à une amie et surtout là, une experte reconnue mondialement pour ses travaux sur la dystonie de faire la présentation. Il s'agit du docteur Marie-Hélène Marion. Elle a d'ailleurs un excellent blog sur le sujet qui prodigue des informations qui sont très pertinentes. Puis comme vous allez le constater, elle est surtout une oratrice hors pair. Merci Marie-Hélène d'avoir accepté ma proposition. Enfin, on va probablement avoir des questions à ce sujet dans la période de questions et réponses, mais je voulais vous dire que moi, comme tous mes collègues québécois, on est en train de réorganiser nos cliniques d'injection de toxines. Il va falloir nous laisser quelques jours, mais je sais que pour l'instant, plusieurs continuent à avoir des patients. Évidemment, comme le reste, on l'expérimente ces jours-ci, tout peut changer de jour en jour. On va vous tenir informés. Et encore une fois, on va essayer de répondre à des questions à ce sujet-là plus tard. Pour ce qui est des règles du webinaire, vous le voyez, on est très nombreux. On est déjà plus de 100 personnes. Donc, on a décidé de mettre tous les micros à muet et vous pourrez poser des questions. Il y a un onglet questions et réponses. Et après la présentation du docteur Marion, on va répondre à ces questions. Il est possible que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions. Nous nous engageons toutefois à mettre des réponses sur la page Facebook de Dystonie de Partage et cette présentation sera aussi disponible en rediffusion. Finalement, nous avions déjà prévu de débuter une série de webinaires pour les personnes atteintes de dystonie. Celui-ci sera le premier. Nous vous tiendrons au courant de la suite, bien évidemment. Avant de terminer, je voulais remercier en votre nom le Dr Laoud Touma, qui est notre résident super utilisateur et du site Zoom qui a accepté d'animer aujourd'hui et donc il va nous assister. C'est un plaisir. Merci à vous. Sur ce, je voulais donner la parole à Mme Chantal Boivin qui voulait nous dire un petit mot. Mme Boivin, on va ouvrir le micro. Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous, du Québec évidemment, qui êtes là et d'Outre-mer aussi, qui sommes avec nous. Alors, bienvenue, comme le disait le Tachner, à notre premier webinaire éducatif. Donc, je me présente, là, pour les gens qui ne me connaisseraient pas, je suis Chantal Boivin, je suis responsable du groupe Dystonie Partage. J'ai créé ce groupe il y a maintenant 6 ans. Donc, ce groupe a pour mission de nous donner l'opportunité de pouvoir échanger entre nous dans un climat d'amitié et de briser la solitude. Et c'est aussi un lieu pour découvrir de nouvelles thérapies et de soutien moral. Et 5 fois par année, on se rencontre sous différentes formes. Des fois, il y a des conférenciers et des fois, c'est des rencontres d'échange entre nous. Et dernièrement, avec Dr Chouinard, on a pensé justement ce genre de rencontre par webconférence. Et en plus, comme notre 2e symposium a été annulé, comme a dit Dr Chouinard, donc, on s'est lancé, il m'a lancé l'idée de ce webinaire-là avec Dr Marion. Donc, je trouve que cette initiative va très bien avec la mission de Dystonie Partage. Alors, nous voici donc aujourd'hui en train d'explorer pour beaucoup d'entre vous cette nouvelle technologie et vous nous direz à la fin si vous avez apprécié, si vous aimeriez qu'on en fasse d'autres, évidemment. Et nous avons pensé aussi ouvrir, comme l'a dit Dr Chouinard, avec l'association Amadis en France, avec Madame Edwidge Pompon de France, qui est aussi vice-présidente de Dystonia Europe. Elle est ici, dans le fond, elle est aussi, dans le fond, dont la mission est aussi de soutenir les personnes atteintes de dystonie. Donc, Edwidge Pompon va nous dire un petit mot. À vous, Edwidge.
Ok, j'active mon micro. Bonjour à tous. Oui, merci Chantal. Donc, Edwige Poncel, le pompon étant mon pseudo sur les réseaux sociaux. Donc, présidente d'Amadis et vice-présidente de Dystonia Europe. Je me suis également permise d'inviter le docteur Christophe Vial, que j'ai vu dans les participants, qui est le président de notre comité scientifique, donc qui pourra suivre ce webinaire. Donc, je voulais vous remercier pour avoir permis que les Français se connectent à ce webinaire dans un délai aussi court. Merci à Dystonie Partage, au professeur Chouinard pour le nombre de connexions et au docteur Marion pour la présentation qu'elle va nous faire. Alors, on en a parlé et tout à l'heure, c'est vrai que l'épidémie n'en est pas au même stade en France. Nous arrivons au pic de l'épidémie. On constate un arrêt quasi total des activités d'injection et de rééducation, sauf rares cas d'exception. Au niveau de l'Europe, la situation est différente selon les pays. On constate par exemple qu'en Irlande, en Norvège, en Suède, les injections sont encore maintenues. Donc nous suivrons ce séminaire avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'au pic de l'épidémie, nos adhérents sont particulièrement dans l'anxiété également. Pour les questions qui sont relatives à la France et à Amadis, je vous encourage, nous leur mettrons sur les réseaux sociaux, à envoyer vos questions au secrétariat.amadis@amadis.fr. Et je suis vraiment ravie de cette collaboration et j'espère qu'on en aura plein d'autres. Voilà, je vous redonne la parole. Merci. C'est très gentil à vous deux. Puis effectivement, s'il y a quelque chose que nous apporte la pandémie, c'est ce type de collaboration. Puis on est très heureux aujourd'hui de pouvoir initier celle-ci. J'aimerais passer maintenant la parole au docteur Marion. Docteur Marion va nous faire sa présentation. On va lui ouvrir son micro et sa caméra et elle va partager aussi son diaporama avec nous. Docteur Marion. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici et c'est mon premier webinaire. C'est un petit peu de parler à un écran et pas de parler à une assemblée de personnes, mais je pense que c'est vraiment un moment très important de ce qui se passe en ce moment pour les dystonies. Et donc, je suis ravie d'être là. Je fais share screen et ça devrait marcher. Share. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Diminuer ça. Pardon. Voilà. Et j'essaye de... Voilà. Donc, vous m'entendez? Très bien. Bon, alors, donc je peux débuter, c'est Sylvain? Oui, tout à fait. Donc, bon, merci tous de m'avoir invité et de me permettre de réfléchir sur ce sujet qui est très aigu en ce moment pour nous en Europe, puisque, comme l'a dit Edwige, en France et en Angleterre, les injections de toxines, les services sont fermés. Et donc, les patients se retrouvent dans un grand désarroi. Et donc, nous allons voir un petit peu comment on peut faire. Donc, ce sont des recommandations, mais ça va permettre peut-être de progresser. Donc, je ne vais pas vous faire sur le Covid-19, qui est bien sûr un virus très contagieux, et donc les priorités médicales qui font que les services non urgents sont suspendus et que les services d'injection de toxines botuliques sont qualifiés de non urgents, et donc les patients sont en attente d'être injectés. Alors, c'est vrai que c'est un peu une ambiance en ce moment fin du monde, et l'inquiétude est très grande de la part des patients parce qu'on va manquer l'injection qui est tant attendue et aussi de ne pas pouvoir planifier la prochaine injection. Donc, j'ai des patients qui m'y mettent en disant « et mon injection au mois de mai », donc ils sont déjà même pas en manque d'injection, mais c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et bien sûr, pour eux, c'est du désespoir, ils ne savent pas que faire, puisque la toxine, pour eux, c'est le seul traitement qui peut les soulager. Et c'est cette peur de retrouver le handicap d'avant le traitement. Et ça, c'est très important, c'est de comprendre que ces patients se disent « mais je ne peux pas revenir en arrière comme ça, je ne peux pas revenir à la case départ ».
Et donc, j'ai pris cette image de la Wellcome Collection qui est dans le mauvais temps, avant de traverser. Je trouve que c'est une belle image, Stop, Look and Listen. Et c'est vraiment la tempête pour nous en ce moment, c'est plus que du mauvais temps pour les patients. Et aussi pour les médecins, c'est compliqué. Et donc, on va voir un petit peu que, eh bien, il faut s'arrêter, stop, il n'y a pas de panique, on va voir ce qui se passe. Look, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui se passe, comment vous allez, et puis bien écoutez, on va vous dire un petit peu comment on peut faire. Alors, on va voir. Donc, stop, pas de panique. Eh bien, la dystonie a été diagnostiquée et traitée bien avant que la toxine botulique soit reconnue comme traitement pour la dystonie. Donc, il faut, surtout pour des gens comme moi qui sont assez vieilles et qui a une consultation de dystonie cervicale en 1984 et 85 quand j'étais à Londres. Donc, juste avant que la toxine arrive, j'ai passé 2 ans à avoir des consultations spécifiques de dystonie cervicale. Donc, ça me ramène à l'histoire passée et c'est intéressant parce que j'ai fait un topo pour les neurologues de Manchester au mois de novembre et je leur ai dit je vais vous raconter maintenant une page d'histoire. Ben, je ne sais pas, on la revit maintenant. Donc c'est vraiment étonnant. Et je pense qu'avant tout, il faut avoir des pensées positives. Ça, eh bien, on n'a pas la toxine, eh bien, on va penser Botox Holiday, on va penser détox, on va se dire bon, ben, on va voir un petit peu, mais il faut vraiment avoir une pensée positive. Alors, je vais revenir un petit peu au traitement de la dystonie cervicale. Loin, même pas en 84, mais en 1929. Et je vous ai mis la photo d'Henri Meige et avec Barré, ils ont fait une grande réunion de la Société de neurologie en 1929 pour le traitement de la dystonie cervicale. Je m'excuse pour les patients qui ont des blépharospasmes et qui nous écoutent ou des dystonies mandibulaires, mais il y aura beaucoup de choses qui font référence à la dystonie cervicale. Et il disait, Barré insistait que le traitement était urgent, bien sûr, et qu'il fallait utiliser la scopolamine sur le plan des médicaments. Donc, c'était l'un des premiers antimuscariniques et donc anticholinergiques utilisés en 1909. Qu'il fallait traiter la nervosité du patient, ne pas le laisser anxieux. Et Meige, après, a rajouté, au propos de Barré, a proposé cette discipline psychomotrice devant le miroir. Et Meige était très optimiste puisqu'il dit « J'ai toujours vu les accidents convulsifs, après des alternatives de mieux et de pire, évoluer vers l'apaisement. » Et ça, Meige a vu et a suivi des patients, il les voyait tous les 15 jours, il passait des heures avec. Et avec Barré, ils avaient une expérience une longue expérience de ces dystonies. Donc c'est très optimiste de voir que les choses vont vers l'apaisement. Alors, historiquement, eh bien, il y avait le professeur Rondeau, Pierre Rondeau en 81, qui avait fait ce rapport de neurologie qu'il avait présenté et où il parlait du traitement de la dystonie cervicale. Et à l'époque, bien sûr, en plan de médicaments, c'était les anticholinergiques. Il pratiquait les alcools et les injections de phénol, puisque la toxine n'existait pas. L'injection de toxine, les premières pour le coup, c'est 85. Et puis, il y a le feedback sensoriel, la physiothérapie, et puis toutes les approches chirurgicales. Il faut dire que les Canadiens ont toujours été en première ligne du traitement de la dystonie cervicale, puisqu'il y avait Mackenzie de Toronto qui, en 1910, avait déjà parlé de la dénervation sélective et que Barré recommandait. Après, c'est Choi qui, le premier à Vancouver, a injecté les coups. Et donc, il faut vraiment… Et puis à Montréal, toute la dénervation sélective qui avait été proposée. Donc, c'est vraiment, pour les Canadiens, quelque chose d'important pour les neurologues canadiens. Donc, à Londres, quand j'étais à Londres dans les années 80, eh bien, on donnait des anticholinergiques à nos malades. On leur proposait la dénervation périphérique. Mais on n'avait ni kiné, ni injection d'alcool, ni psychothérapie. Donc, on était un petit peu démunis. Et je faisais mes consultations, mais bon, les patients s'amélioraient aussi à la longue. Alors, je pense qu'il faut, sur cette note historique, maintenant voir, je dirais, regarder,
prenez du recul sur l'histoire de votre maladie. Où êtes-vous dans votre maladie? Combien depuis d'années vous avez eu cette phase aiguë, vous êtes entré dans la maladie? Et c'est très important parce que si on regarde l'histoire naturelle de la dystonie cervicale, mais probablement des autres dystonies, on voit que, bien sûr, et là on reprend les choses des années 1929, mais elles sont toujours vraies, c'est pour ça que je les ai remises, mais qu'au début, eh bien, on a cette irritation locale, il se passe des petites choses, on ne se sent pas bien dans le couple, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis il y a un événement, un stress. Puis psychologique, des fois une émotion, des fois c'est un stress physique, et puis brusquement, les secousses saccades, les saccades s'organisent et le patient présente une dystonie. Et au début, eh bien, ça arrive très vite après cette phase où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et c'est une phase qui est aiguë, qui est très dure à vivre parce que le patient ne va pas bien. Mais après, ils insistent tous, et nous on le voit, et vous le savez puisque vous avez cette maladie, c'est qu'il y a des évolutions capricieuses et des fluctuations qui sont spontanées. Et ça c'est important parce que ces fluctuations spontanées, mais souvent aussi déclenchées par le stress ou par des événements hormonaux chez la femme, telle la grossesse, font que la dystonie fluctue, la dystonie non traitée. Et puis, après 5 ans, eh bien, les spécialistes reconnaissent que la maladie peut arriver en plateau. Donc, elle va se stabiliser. Et comme dit Mears en 71, il y a une coexistence pacifique. Donc, c'est très important. Mais je dis que les patients peuvent reprendre une vie normale et leurs occupations après 5 ans parce que la maladie se met en plateau. Et cette notion de plateau est très importante et moi je l'ai redécouvert récemment, je vais vous raconter. Alors, les injections de toxines botuliques, eh bien, on ne voit plus tellement le plateau maintenant parce qu'on injecte nos malades. C'est pour ça que j'ai été obligée de reprendre des histoires des années 20 et des années 50 sur l'histoire naturelle parce que maintenant elle est modifiée, on injecte le patient, il va beaucoup mieux tout de suite et la première injection a toujours un effet extraordinaire. Que le patient d'ailleurs dit « Ah, mais docteur, la première injection, ça a été vraiment la meilleure ». Et le patient décroche de sa maladie, continue à fluctuer, mais va continuer à avoir aussi un plateau probablement plus bas et mieux, et va aller mieux qu'avant. Et je voulais vous signaler, c'est les patients qui m'ont fait connaître ça, les patients anglais, c'est the sweet spot. Donc on voit bien que s'il y a une amélioration qui se fait à moyen terme et qu'on voit que le patient qui arrive à 3 mois n'est pas aussi mal qu'au départ, donc on voit bien qu'à chaque fois le patient s'améliore, eh bien, il y a un de mes patients décrivait the sweet spot, c'est-à-dire que quand il est injecté, il y a un moment un petit peu très particulier où il se sent totalement libéré de sa maladie, mais c'est aussi un terme qu'il a utilisé et que les Anglais utilisent dans l'addiction aussi, hein, ce sweet spot. C'est quelque chose de très particulier et qui est retrouvé dans l'effet à court terme de la toxine. Et donc, on sait qu'on injecte la première séance, le malade va mieux et la dystonie devient moins sévère et ne remonte pas en haut, même à 12 semaines. Et puis, le patient va encore mieux et puis le patient va de mieux en mieux. Et il peut parfois spontanément augmenter l'intervalle entre ces injections au fil des injections. Mais on sait que les injections de toxines, on pourrait peut-être aussi les voir comme un stimulus répétitif conditionnant, puisqu'à chaque injection, eh bien, il y a un soulagement spectaculaire des symptômes. Et il y a donc un phénomène d'apprentissage avec un conditionnement qui est bien sûr inconscient, et les patients ont une attente tous les 3 mois du besoin d'être injectés. Et c'est très important parce que dès qu'il y a une attente, on conditionne la réponse aux médicaments. Et maintenant, les gens, sur des papiers comme celui de 2018, parlent de la mémoire pharmacologique. Et en fait, si on injecte, c'est tiré de cet article, on injecte, mais il n'y a rien dedans, il y a de l'eau, eh bien, il n'y a pas de réponse. Mais si on injecte un médicament, il y a une réponse. Si on injecte un antalgique ou de la toxine, il y aura une réponse dans le corps. Mais après, si on injecte de nouveau quelque chose de neutre, comme de l'eau,
eh bien, le corps peut présenter une réponse conditionnée. Donc, je ne dis pas qu'on va injecter de l'eau à nos patients dystoniques, mais il faut aussi comprendre, c'est pour vous dire comme quoi les réactions du corps ne sont pas toujours sous notre contrôle conscient et qu'on peut ressentir le besoin de toxines à 3 mois et que peut-être c'est peut-être un phénomène de conditionnement inconscient. Et je crois, moi j'ai découvert ça l'été dernier, l'été 2019, où en fait on avait, bien sûr c'est anecdotique, c'est pas une étude scientifique, mais où à notre surprise avec ma collègue ORL, on a revu des patients, on n'avait pas pu injecter, donc ils ont tous été retardés de leurs 3 mois, et on a vu des patients à 4 à 6 mois. Et ces patients-là, eh bien, ils ont dit, bon, on va bien, on n'est pas revenu à l'état initial, d'ailleurs, on a fait facilement, on n'a été pas bien à 3 mois, on s'est dit que ça serait la catastrophe, et puis finalement, au 4e mois, on était pareil qu'à 3 mois, puis à 5e mois, on était pareil qu'à 3 mois. Donc, ils ne sont pas plus dans le sweet spot, ils sont plus très, très bien, mais ils peuvent continuer, ils disent, oui, nous, on aurait pu continuer. Et donc, mais ce qui était intéressant, quand je regardais ces malades, eh c'était des malades qui avaient une dystonie au moins depuis 5 ans et qui étaient injectés depuis 3 ans et demi. Donc, je ne parle pas de la phase de début aiguë où les 2-3 premières injections sont extrêmement importantes pour le patient et où il en a besoin. Donc, voilà, on n'a peut-être pas d'injection à 3 mois, mais mon message est, bien peut-être que si vous allez vous dégrader à 3 mois, après vous allez rester stable à 4 mois, 5 mois, jusqu'à 6 mois. Il faudra réinjecter, mais peut-être l'urgence n'est pas aussi grande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Henri Mèche disait que le désœuvrement est aussi pernicieux aux malades qu'une existence agitée. Et je vous fais part de ce dessin de Coco, qui est une dessinatrice de Charlie Hebdo, et qui voit le confinement. Oui, ne vous laissez pas désœuvrer pendant ce confinement, parce que ça, c'est ce qui peut vous arriver de pire. Donc, on sait aussi que dans la dystonie, il n'y a pas que les symptômes moteurs, et que la toxine agit sur les symptômes moteurs, mais on sait qu'il y a aussi les symptômes qu'on appelle maintenant non moteurs. Il y a eu beaucoup de recherches qui étaient publiées récemment là-dessus. Et Mèche parlait du désarroi mental, parlait des réactions réciproques du moral et du physique. Et c'est vrai que les patients dystoniques sont très, très sensibles au stress et que, en plus, lui disait les torticoliques ne pensent qu'à leur maladie et de plus en plus, mais c'est vrai aussi ça a été montré que les patients dystoniques sont sujets aux ruminations anxieuses. Et c'est dire l'importance que le patient doit faire en autogestion. Et pareil, mais je le signalais, il dit, je ne dis pas le malade est guéri sur une observation qu'il avait publiée, mais il a dit, mais le malade s'est guéri. Alors, c'est vrai que les dépressions, anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs sont plus fréquents dans la dystonie cervicale et le blépharospasme qu'une population normale. C'est vrai que la phobie sociale est beaucoup plus fréquente dans la dystonie cervicale que dans une population générale. Donc cette vulnérabilité psychique fait partie de la maladie. Et c'est important d'en être conscient pour pouvoir se protéger et ne pas se laisser embarquer, puisque bien sûr, plus on est anxieux, plus la dystonie va prendre de l'importance. Donc, on va voir le self-management. Et je pense que Dr Chouinard va sourire en voyant ces photos. C'est avant tout lutter contre la rumination anxieuse au sujet de la dystonie, mais aussi au sujet du manque des injections de toxines et de l'épidémie. Et de l'épidémie, on en est tous là, puisqu'on a tous tendance à lire beaucoup sur Internet. Donc, ce qui est très important contre la rumination anxieuse, eh bien, c'est la routine, une routine journalière. Et c'est de pratiquer de l'exercice physique, ce qui peut être de la gymnastique, peut-être pas celle-là, mais qui m'a l'air un petit peu extrême, mais de bouger. Et il faut vraiment bouger. Et peut-être télécharger aussi des applications de méditation en pleine conscience, de relaxation, ce qui est très important, puisqu'il y a eu aussi un essai clinique avec peu de sujets, mais où la méditation et aussi les thérapies cognitives amélioraient les patients dystoniques au-delà de la semaine où les patients avaient fait cette formation. Essayer la visualisation mentale et c'est se voir dans sa tête
soi-même dans la vie quotidienne sans la dystonie. Alors, il y a des sites internet qui vous apprennent à faire cette visualisation comme le font les musiciens, les grands sportifs, les athlètes, où on s'imagine, et j'ai des gens à Londres qui entraînent mes patients, par exemple, les blepharospasmes, à se promener dans la rue en s'imaginant avec les yeux ouverts, en regardant les vitrines des magasins, ou des torticolis qui peuvent pareil, bouger leur tête dans tous les sens. Et toute cette imagerie mentale fait travailler des circuits neuronaux qui sont en fait les mêmes que des circuits conscients. Donc c'est un exercice qui pourrait se faire en confinement. Il faut rester en contact, et ça c'est très important avec des réseaux d'amis, et on voit partout séparer mais ensemble, et ça Amadis, Dystonie Ensemble font un énorme travail et c'est important. Vous n'êtes pas seul, et il faut arrêter de lire la maladie sur Internet, et il faut se distraire. Et ça c'est très important, même en période de confinement et même en période normale. La dystonie fait qu'on pense toujours à ça et que ça vous envahit l'esprit. Et je me rappelle d'un patient que j'avais traité qui était un graphic designer, et après la deuxième injection, il avait ça depuis 10 ans, il me dit « Vous savez quoi, docteur? Maintenant, j'ai des idées. » Parce que sa dystonie cervicale était bien contrôlée. Et il pouvait penser. Et il ne faut pas se laisser envahir l'esprit par là. Il faut essayer de repousser cette dystonie et ces ruminations anxieuses. Alors, la discipline psychomotrice de Mej, je l'ai reprise parce que je pense qu'elle est un bon exemple de ce qu'on peut faire. Et en fait, il a dessiné un réapprentissage. Et on sait que la dystonie est un trouble un abnormal learning. Et je pense que réapprendre, c'est un concept très important dans la dystonie et dans la réhabilitation d'un dystonique. Et Mej disait, bon, il faut être assis sur une chaise sans s'appuyer le dossier, avoir les deux mains sur une table, bien tracer des lignes verticales qui passent par les yeux, par le milieu du visage et au niveau des épaules. Vous pouvez trouver ça sur mon blog, c'est en anglais, mais enfin, ou en français, je peux vous le faire parvenir. Et il préconisait une immobilité absolue pendant 5 secondes, 10 fois de suite, des mouvements lents et réguliers. Donc, il ne préconisait pas des mouvements tournés du côté opposé à votre torticolis, mais il disait bougez lentement et régulièrement, faites des exercices élémentaires de votre corps. Donc, extrêmement important de bouger. Et des exercices aussi de relâchement musculaire. Et après, il disait, quand ça va mieux, faire des exercices appliqués, à la lecture, à l'écriture, respiratoire, et après les appliquer quand on marche et qu'on monte. Et ce qui est et bien sûr, pour les blépharospasmes, on pourrait imaginer, mais il n'en avait pas parlé, qu'on pourrait faire ce même type de mouvement avec les yeux ouverts, se regarder dans le miroir, regarder pour une femme les boucles d'oreilles, comment on est coiffé, le détail du miroir. Et bien sûr, faire ces exercices combinés, puisqu'ils ont une influence sur le blépharospasme, qui est chanter, parler, mastiquer, avaler et respirer, qui peuvent aggraver ou faciliter le blépharospasme. Et ce que je veux dire, ce qui est très important, c'est que Mej insiste sur ce que les gens qui font de la méditation diraient bienveillance envers vous-même. Et j'ai mis en italique les phrases intactes de Mej. Faites les exercices avec douceur, méthodiquement, favorisant la détente. Et moi, j'ai rajouté, donc accepter. Les patients m'ont expliqué, quand les spasmes arrivent, les forcer n'apporte rien, c'est terrible. Mais si on les laisse passer, on se met à respirer, et on attend quelques minutes, et après on continue. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Mais je disais, en cas de mauvaise période, réduire le nombre et la durée des séances. Ne faire que des mouvements faciles, des courtes immobilisations, parce que vous savez, ça va fluctuer. Et surtout, faire des exercices de relâchement musculaire. Donc, si vous allez mal, ne poussez pas. Et aussi, il disait quelque chose de très important, et je sais que Jean-Pierre Bléton et d'autres insistent là-dessus, ne pas utiliser le miroir comme une béquille en dehors des exercices. C'est bien de faire 15 minutes d'exercice 2 fois ou 3 fois par jour, mais après, c'est fini. Et il faut ne pas trop en faire. Ça, c'est très, il insiste beaucoup là-dessus. Donc, je pense que ça, c'est important. Il faut vraiment être bienveillant avec vous-même en cette période difficile et avec la dystonie. Et bien sûr, il y a un traitement médicamenteux et pendant longtemps,
la scopolamine, mais on a donné après du trihexyphenidyl, c'est de l'artane. Et si les patients sont moins de 70 ans, ça a un effet antidystonique. Il faut l'augmenter très doucement, jusqu'à 6 mg par jour. Mais ça, il faut contacter son neurologue pour débuter son traitement. Mais ça a un effet certain sur la dystonie. Et si vous êtes sujet à la dépression, vous pouvez aussi parler avec votre généraliste ou votre neurologue pour le citalopram, qui a été montré qu'il n'aggravait pas la dystonie. Et bien sûr, pour les troubles du sommeil qui sont aussi fréquents dans la dystonie, on peut prendre de la mitriptyline, qui a un petit effet aussi anticholinergique et qui permet aussi d'avoir un effet anti-anxieux, donc qui peut être approprié. Et tout ça pour vous dire, pour conclure sur Henri Meige, il disait, il n'a pas dit les clés du succès, mais c'était quelque chose comme ça. Et il disait, il faut la persévérance dans les efforts, une exacte compréhension de la marche de la maladie, une juste compréhension du traitement, une vie réglée, méthodique, et des exercices chaque jour à répéter à heure régulière, 3 fois par jour, sans chercher à en augmenter la durée ou la fréquence. Donc, c'était très important, c'était cette routine. Et on voit que maintenant, dans les coachings de personnes qui sont anxieuses, qui doivent réapprendre des choses, on leur dit, adoptez une routine pendant le confinement, adoptez une routine, ayez des rituels, c'est pas grave, essayez et vous allez réapprendre et les choses vont s'intégrer dans votre vie comme des choses automatiques, ça vous demandera de moins en moins d'efforts si vous les insérez dans votre routine. Et Henri Meige, avant les sciences cognitives, avait bien compris ça, qu'il fallait cette vie réglée et bien sûr persévérer comme un athlète dans l'effort. Alors, je terminerai il y a le calme après la tempête. N'ayez pas peur d'avoir des intervalles prolongés entre les injections. Si c'est au-delà des 3 mois, ne vous inquiétez pas. Vous êtes peut-être en plateau et vous allez le découvrir grâce à ce confinement et ça peut être très intéressant. Se méfier de la rumination anxieuse. Méfiez-vous, c'est très toxique pour vous, pour votre bien-être, pour votre dystonie et pour tous, parce que vous allez ruminer au sujet de votre dystonie et au sujet de l'épidémie. Nous, on va ruminer au sujet de notre épidémie et de nos patients et ça, c'est très négatif. Restez actif physiquement. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait des marathons sur leur balcon, extraordinaire. Adoptez une routine, soyez bienveillant avec vous-même, pensez à la discipline psychomotrice et appelez votre neurologue si vous sentez que vous avez besoin de médicaments. Et bon courage. Voilà, merci. Merci infiniment, Marie-Hélène. C'était vraiment là, excellent. C'était plein de bons conseils. Vraiment, là, tu nous as fait un très, très bon résumé de choses qu'on doit savoir et de choses qu'on doit pratiquer dans cette période qui est difficile pour tous. Puis je pense que les conseils s'appliquent aux gens qui sont atteints de dystonie, mais aussi à nous comme médecins, comme tu l'as bien dit. On va passer à la période de questions. Il y en a quelques-unes. C'est le temps. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre, moi et Dr Marion. J'enlève le partage. Oui, ça peut être, tu peux enlever le partage ou on peut garder cette diapo-là. Elle est pleine d'espoir. On se demandait si on pouvait, là, ça s'applique un peu moins dans le cas présentement, mais quand on pouvait recevoir des traitements autres que les injections de toxines botuliniques, c'est une question qui est un petit peu plus générale. Là. Quand on reçoit des injections, est-ce qu'on peut recevoir d'autres traitements que des traitements de toxines comme la physio, de la rééducation, de la chiro? Bien sûr, moi par exemple, si un patient a un blépharospasme et que son blépharospasme s'étend à la partie basse du visage, à la dystonie crânio-cervicale, et que je vois que c'est actif, je démarre la toxine, les anticholinergiques, et je les envoie en relaxation ou en retraining. On dit maintenant, nous, des retraining sensorimoteurs, mais c'est de la discipline psychomotrice de Meige. Mais au pic, et quand les choses ne vont pas, il faut vraiment tout combiner. Et je pense que la rééducation aide les effets de la toxine. Je pense que tout est important, oui. On se demandait aussi si, en fait, la grande question, c'est est-ce que les gens qui ont de la dystonie sont plus à risque dans le contexte de l'infection à COVID-19?
Alors, l'Association des neurologues anglais a publié des guidelines pour les différentes maladies. La dystonie était vraiment dans un petit coin avec le Parkinson, toujours. Et il disait seulement un risque s'il y a des troubles pour respirer ou pour avaler. C'était tout ce qu'il y avait, c'était vraiment un petit coin. Mais je ne pense pas que vous soyez vraiment à risque parce qu'il n'y a pas de traitement immunosuppresseur et les gens sont en bonne santé par ailleurs. Donc, c'est plus après lié à l'âge. Mais la dystonie elle-même, sauf s'il y a une grosse dystonie respiratoire qui peut exister, mais même, je ne sais pas si c'est en dehors des dystonies généralisées, mais je ne sais pas si ça expose à plus de risques. Il y a une question qui fait un peu référence à ce que tu mentionnais, c'est-à-dire, là, c'est quelqu'un qui reçoit des injections et qui est rendu, qui est au début des injections. Donc, il reçoit sa 3e injection. Elle voulait savoir, c'est un petit peu comme tu nous as mentionné, là, s'il y avait plus d'impact à ce moment-là. Alors, je pense qu'il y en a plus et que ces patients qui n'ont, s'ils sont à la deuxième, ça dépend, peut-être qu'elle a très bien répondu aux 2 premières sessions et elle a trouvé son rythme de croisière, mais elle peut atteindre un plateau très vite. Mais autrement, elle peut aussi bénéficier, ces patients-là en début de maladie, s'ils n'ont pas accès à la toxine autant qu'ils veulent, ils peuvent avoir bénéficié des anticholinergiques s'ils sont jeunes. OK. On nous demandait aussi si tu pouvais remettre le tableau sur justement le plateau, le graphique qui démontrait là, le plateau. Ou celui-là. OK. Il y a eu une question, je ne sais pas si au Québec, présentement, ce qui est très tendance, c'est la marijuana. Je ne sais pas si les patients atteints de dystonie à Londres te posent la question, mais on nous a posé souvent la question à savoir si la marijuana pouvait être utile dans cette période de pandémie. Je serais curieux d'avoir ta réponse à ce sujet-là. Alors, il y a eu un essai sur quelques patients. Il y a eu un case report, je crois, sur 3-4 patients, je crois, avec la marijuana et la dystonie cervicale. C'est pas évident que ça marche. Les gens se sentent mieux et on voit très bien que tous les signes non moteurs sont tellement importants dans la dystonie qu'ils rendent compte même plus du handicap et du trouble de qualité de vie que les troubles moteurs. Donc c'est sûr que si la marijuana aide ça, oui, mais moi je pense qu'on peut faire de la méditation et avoir les mêmes résultats. Moi j'ai vu de très bons résultats avec la méditation chez des patients. Donc, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est un effet qui est non spécifique. Oui. On nous demandait aussi, puis c'est un peu, tu as fait mention de ça précédemment dans ta présentation, c'est la question à savoir si la dépression et l'anxiété sont associées à la dystonie comme symptômes non moteurs ou sont plutôt des conséquences de la dystonie. Alors c'est une bonne question parce que les médecins se la sont posés tout de suite, les chercheurs, et donc ils se sont dit est-ce que c'est un phénomène primaire associé ou un phénomène secondaire, bien sûr, dû à la dystonie. Il y a les deux, mais c'est un phénomène primaire aussi. Et il y a des patients dystoniques injectés qui vont très bien ou traités et qui sont toujours anxieux et dépressifs. Et des fois, l'anxiété et la dépression existent bien avant les signes moteurs. Donc, on pense que ça fait partie de la maladie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez toujours la possibilité de poser des questions, soit sur le chat ou dans la section questions et réponses. En attendant, moi, je voulais dire que, puis j'ai vu qu'il y avait plusieurs neurologues là, qui assistent à la conférence. Au Québec, pour les gens qui sont au Québec, c'est sûr qu'on est en train de se réorganiser. Il y a plusieurs cliniques qui font toujours des injections. Vous pouvez comprendre que c'est une logistique qui est très difficile. Si je prends, par exemple, notre clinique, on s'assure que les patients là, soient dépistés là, bien avant d'arriver à la clinique, qu'il n'y ait pas de symptômes. On s'assure aussi qu'il y ait une personne à la fois.
Donc, il y a tout un réajustement. C'est la même chose pour avoir parlé à des collègues injecteurs, c'est la même chose. Comme j'ai dit au début de la présentation, c'est très variable. Ça peut changer de jour en jour. Nous, au Québec, on était en plein, notre présentation arrivait à la grand-messe quotidienne. Le gouvernement du Québec, à tous les jours, à 13 heures, fait un point de presse, donc avec des conseils. Et un des conseils, c'est de rester à la maison. Je suis certain que c'est la même chose en France et en Angleterre, mais c'est quand même permis d'aller aux rendez-vous médicaux. Donc, pour l'instant, là, on permet encore d'aller aux rendez-vous médicaux. Et puis, pour avoir fait une semaine complète d'injection de toxines, je vous dirais que ce n'est pas simple. Je pense qu'après la pandémie, on va avoir développé toutes sortes de nouveaux trucs qu'on ne pensait pas possibles. Juste pour vous donner un exemple, maintenant, j'ai une assistante à distance qui répond aux patients quand ils arrivent. Ce n'est pas dit Siri, c'est dit Julie. Donc, quand les patients arrivent, ils sont accueillis par une assistante qui est sur FaceTime là, et qui leur pose des questions et leur explique la procédure. Donc, tout ça pour vous dire que oui, on continue à donner des injections. Tous mes collègues font des efforts surhumains pour continuer, mais évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer de jour en jour. Et ça se peut, comme en Angleterre, comme en France, qu'on soit malheureusement obligé de cesser les injections. C'est pour ça que la présentation que tu nous as faite aujourd'hui était excessivement utile. J'ai vu qu'il y avait une question qui c'était… Et si je peux me permettre, je pense que on pourrait, les patients, les associations, nous les médecins, peut-être on va récupérer des datas et découvrir des choses qu'on ne sait pas. Et justement prouver que si on augmente l'intervalle pour certains patients, mais pas pour d'autres, on a des patients en plateau. Mais on ne sait plus l'histoire naturelle puisqu'on injecte tout le monde. Ouais. C'est comme les mouvements tardifs aux neuroleptiques, comme tous les patients étaient sous neuroleptiques, on ne peut plus savoir. Et ce n'est pas éthique d'arrêter les neuroleptiques, ben là c'est pareil, ce n'est pas éthique d'arrêter la toxine, mais si on n'a plus de toxine, il faut vraiment avoir ces données et que les patients nous disent et qu'ils voient à quel stade de leur dystonie. Ils sont peut-être dans l'apaisement, comme disaient Mej et Mir. On ne sait pas, puisque la toxine va le cacher. Tout à fait. On a une autre question ici, à savoir quels sont les médicaments les plus efficaces pour les douleurs dans le cadre d'une dystonie cervicale et pour l'espace. Je pense que pour l'espace, tu as répondu, mais est-ce que tu aurais des suggestions pour la douleur? Je pense pas que la douleur, je traiterai la douleur avec les médicaments, je traite la douleur avec de la relaxation, avec du mouvement, avec du traitement de la dystonie, avec beaucoup, mais pas avec des médicaments, puisque ce n'est pas des douleurs ni neuropathiques, ni vraiment musculaires. C'est compliqué la douleur de la dystonie. Il y a une autre question, mais je ne suis pas certain que je la saisis. On a une question à savoir s'il est possible d'avoir des exercices sur la visualisation ou des vidéos, ou si tu as un peu des suggestions là, pour Il y a des liens. Il y a des liens sur, par exemple, pour les musiciens, il y a des liens sur Internet pour s'entraîner à visualiser. Et moi, j'ai des patients qui trouvent ça très bénéfique, la visualisation dans l'imagerie mentale pour la dystonie. Est-ce que est-ce que tu veux nous dévoiler des secrets et nous dire quels sont tes sites pour la méditation et la pleine conscience? Je pourrais t'en envoyer, Sylvain, comme ça je t'en enverrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, c'est que ce qui est méditation, ce qui est visualisation marche bien, mais il ne faut pas que l'espace soit trop sévère, autrement c'est impossible. Quand les gens sont vraiment en spasme, avec la tête tourne, les yeux ferment, et qui sont dans la dystonie les accapare totalement et disent c'est impossible. On nous rappelait, à très juste titre, que le fait d'être plus anxieux, et je pense qu'on peut dire qu'on est tous
collectivement plus anxieux dans cette période de pandémie et que le fait d'être plus anxieux augmente certainement là, les symptômes de la dystonie. Oui. On est tout à fait d'accord. Ah oui. Moi, je te donnais des bons conseils et là, il y a plusieurs personnes qui sont témoins. Moi, je pense qu'il faut avoir des journées sans COVID qu'il faut se donner. Moi, ce serait ma prescription en tant que docteur présentement. Prescription que j'essaie d'appliquer à moi-même aussi, mais c'est d'avoir une journée où on fait tout autre chose que d'écouter la télévision, de lire sur le COVID. Il faut avoir des pauses COVID, selon moi. C'est vrai, mais la dystonie, pour les patients, c'est vraiment, moi j'appelle ça un baromètre émotionnel. Ouais. Et ça, on sait que la dystonie est organique et que ça se passe dans le cerveau, mais c'est vraiment une des particularités de la dystonie, c'est cette sensibilité à l'émotion, à l'affect. C'est vraiment un paramètre émotionnel. Et donc, il faut que les patients se protègent, le savent. Et comme dit Mej, il faut connaître sa maladie, connaître comment ça marche, il faut être éduqué. Il a raison, Henri Mej. On se demandait si les médicaments que tu nous avais mentionnés étaient les mêmes au Québec qu'en Grande-Bretagne et qu'en France. La réponse est oui. Tous les médicaments, notamment les anticholinergiques, sont disponibles. Et je pense que tous mes collègues neurologues sont aussi familiers avec ce type de médicaments. Tu es d'accord avec ces médicaments? Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est classique. Oui, en fait, on nous disait que c'est cet aspect, en fait, ça va peut-être être quelque chose à développer. Comme tu le disais, il va certainement sortir des choses positives là, de cet événement-là. Et peut-être qu'il va y avoir des idées de recherche justement sur le fait que sur les intervalles. Oui. Et on va peut-être se concentrer un petit peu plus, puis c'est de la question qu'on nous posait, à savoir sur tout cet aspect d'anxiété et de l'impact là, sur la dystonie. Et donc, toutes ces notions de mémoire pharmacologique. On dit aux patients, dans 2-3 ans, quand vous serez injecté, je leur dis, vous serez comme une horloge suisse, vous viendrez toujours en même temps, à 13 semaines ou à 12 semaines, chacun à son rythme. Mais quand j'ai lu justement pour ce topo aujourd'hui, toutes ces choses de mémoire pharmacologique, et je dis aux patients qui sont comme des horloges suisses, est-ce qu'on programme notre cerveau à ces injections? C'est ça la question. Qui, selon moi, est une excellente question. On nous posait la question à savoir l'utilité des benzodiazépines dans le traitement de la dystonie. Alors, moi, j'utilise en duo le trihexyphénidyle et le clonazepam, le Rivotril, mais le problème, c'est que le clonazepam marche bien quand il y a une grande tension, mais ça marche aussi dans l'anxiété, et dans un climat de confinement et de grande anxiété comme ça, on peut devenir très vite accro à ça. Et ça ne serait pas mon premier médicament pendant ces prochains 2 mois de galère. On a une autre question aussi à savoir si les patients qui bénéficient de stimulation intracérébrale, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire, notamment au niveau des réglages. Moi, je pense que le plus important à ce moment-ci, c'est de contacter le neurologue traitant pour voir quelle sera la suite des choses. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que je change. Il ne faut pas se monter la tête sur des... je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude. Ouais. J'essaie de lire rapidement. Il y avait encore une question sur les benzodiazépines à laquelle on a répondu. Puis, on nous posait, je pense que tu as répondu aussi à cette question-là, à savoir quand il y a des spasmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, mais je pense que tu nous as donné déjà des très bons conseils à ce sujet-là au niveau de la visualisation pour diminuer les spasmes. Et la respiration, les laisser passer, être bienveillant. Oui, tout à fait. Je pense qu'à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent à l'instant même, on va terminer notre présentation. Oh, j'ai une petite question. En fait, je peux répondre à cette question-là. On me demande, c'est quelqu'un qui prend des benzodiazépines, des relaxants musculaires depuis de très nombreuses années. Et est-ce qu'on devrait faire le sevrage? Moi, je pense que
faut surtout pas entreprendre puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, Marie-Hélène. Rien touché. Pour rien toucher. On peut ajouter, mais on diminue rien. C'est vraiment pas le moment de faire des changements dans notre régime pharmacologique à ce moment-ci. Si on n'a pas d'autres questions, je vois qu'il est apparu. J'ai de la misère. Je ne suis pas multifonctionnel, moi. Je pense qu'on a répondu à ces questions. Sur ce, Marie-Hélène, je l'ai dit, je le redis, je radote, c'était vraiment très, très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a planté une petite graine sur comment avoir une nouvelle façon de partager de l'information. Tu nous as donné d'excellents conseils. Comme je l'ai mentionné précédemment, s'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres interrogations, je sais que tu as un blog, je sais que tu vas probablement mettre à jour le blog pour donner des informations. On a eu là, tant pour du premier partage qu'à Amadis. S'il y a des choses, vous pouvez nous faire parvenir ça. Puis on va essayer de diffuser ces informations, ces réponses à vos questions. Le webinaire va être aussi là, disponible rapidement. Là, on a un lien qu'on va pouvoir vous partager. Puis, dans l'espoir que tous, on va passer à travers rapidement, le plus rapidement ici au Québec pour vous partager. Là, il y a peut-être que Chantal va vouloir dire un mot et aussi, je vois qu'elle opine du bonnet. Mais on a ici au Québec, on a commencé quelque chose. Tous les gens mettent des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres avec la mention, et tous les enfants le font aussi avec la mention de « ça va bien aller ». Je pense qu'il faut garder cette optique que ça va bien aller. Et aujourd'hui, là, tu nous as donné de très bons trucs. Chantal, est-ce que tu voulais nous rajouter un petit mot? Oui, je voulais dire que oui, ça tombait tellement en point, votre présentation. Je crois que ça va nous aider à vivre les prochains jours, les prochains moments avec notre dystonie, peu importe la forme qu'on a. Je pense que ça va être très apprécié. Et c'est certain qu'on prendrait encore un peu de votre savoir incessamment. Dr. Chouinard va sûrement être d'accord, mais on pourra voir aussi, on avait prévu de faire d'autres webinaires. Alors, on regardera quand est-ce qu'on va en faire, quand est-ce va être le prochain. Mais merci à tout le monde d'avoir été là en grand nombre. Quand même, on était plus d'une centaine. Déjà pour notre premier, c'est excellent. Voilà, alors c'était mon petit merci. Madame Poncel, est-ce que voulez nous... Ah, Madame Poncel, oui. Je vous offre de dire le mot de la fin. Pour, La responsabilité. voyons un partage Grande-Bretagne, France et Québec aujourd'hui. Alors, c'est la France qui va avoir le mot de la fin. Écoutez, je suis ravie de la présentation de Marie-Hélène. Absolument pas surprise, un petit peu dans la continuité quand on s'est vu dernièrement. Merci énormément et je pense qu'on a encore plein de choses aussi à développer sur ce sujet. Ça nous a été très utile, je pense que ça fait du bien d'entendre ces mots. Surtout que nous, on est vraiment là au pic de l'épidémie et effectivement plutôt anxiogène. Donc ça fait énormément de bien et on va aussi se charger bien évidemment de diffuser l'information. Merci beaucoup. Merci à tous. On prend soin de soi, puis on se revoit bientôt. Merci. Merci Sylvain. Merci. Merci, Dr. Marion. Merci Edwidge. Merci, Dr.